Bonjour pour cette 53e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à l'Afrique. C'est la deuxième partie sur ce thème. Je traiterai du sujet du néocolonialisme, la perte d'influence de la France et les propositions de la démocratie implicative. La décolonisation s'est achevée en 1962. La France va toutefois garder une grande influence sur son ancien empire. Le système de contrôle pour garder l'accès aux matières premières porte le nom évocateur de France-Afrique. Il n'a pas de réalité officielle, mais fut mis en place par le général de Gaulle. Son grand ordonnateur fut Jacques Foccart. À la limite de la légalité et des actions douteuses, il s'agit de soutenir des dirigeants africains compatibles en contrôlant les oppositions. Cela amènera à soutenir la corruption de régimes qui n'ont de démocratique que le nom. Malgré la promesse maintes fois à répéter de mettre fin à ce système, il perdure sous tous les présidents. Il faut attendre le début des années 2010 pour qu'il décline. La Chine décide de jeter son dévolu sur l'Afrique, où son influence grandit alors que la nôtre baisse. La Russie entre aussi dans le jeu à la suite de la chute du colonel Kadhafi, voulu par Nicolas Sarkozy en 2011. Il va s'ensuivre un déséquilibre de l'Afrique subsaharienne qui déclenche une montée en puissance des groupes djihadistes. Ceux-ci vont s'emparer du nord du Mali avec la prise de Tombouctou le 31 mars 2011. Début janvier 2013, ils déclenchent une offensive en direction de Bamako. À la demande des autorités maliennes, François Hollande déclenche l'opération Serval le 11 janvier. L'armée française arrête les pick-up djihadistes et reprend le terrain perdu en repoussant les assaillants au nord du pays. Pour son action, François Hollande reçoit un accueil enthousiaste à Bamako le 2 février 2013. La foule en liesse remercie la France de son action. L'opération Serval prend fin en juillet 2014. Elle est remplacée par l'opération Barkhane, où l'armée française intègre un dispositif régional avec les armées maliennes, tchadiennes, mauritaniennes, burkinabé et nigériennes. Plusieurs pays européens s'associent à ce dispositif. Pendant 8 ans, Barkhane va infliger de lourdes pertes aux différents mouvements islamiques et réduire considérablement leurs attaques. Lors de cette période, la France a perdu 59 de ses enfants. Pendant l'opération, la propagande russe s'intensifie dans cette bande subsaharienne. Le vecteur de cette progression se fait par l'intermédiaire d'un acteur encore peu connu, la milice Wagner. Les médias et Internet sont ses premières cibles. Ils diffusent un ensemble de fake news particulièrement efficaces sur la jeunesse. Ces groupes d'activistes sont financés en sous-main pour organiser des manifestations et des réseaux anti-français. Les militaires sont aussi l'objet d'approches particulièrement rémunérées. Ensuite, ces derniers favorisent la milice pour obtenir des contrats d'aide militaire et de protection des régimes. Ces pays ne disposant pas toujours des financements nécessaires, ils offrent en contrepartie des contrats d'exploitation des ressources naturelles. La Russie n'apparaît jamais, mais soutient ces actions en coulisses. À son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron présente sa stratégie avec sa vision d'énarque et de banquier à Ouagadougou le 27 novembre 2017, mais heurte par ses remarques les
les autorités locales, l'incident diplomatique est évité de justesse. Il propose la création de deux fonds d'investissement, l'AFD, Agence française de développement, et la BPI France, Banque publique d'investissement, l'abonderont, ainsi que des financements privés. En sous-main, c'est BlackRock qui est chargé de trouver ces fonds privés. Pour Larry Fink, c'est une aubaine qui lui ouvre les portes de l'Afrique où il est peu implanté. Cette politique basée sur la finance et l'économie échoue. Au final, elle dégrade encore l'image de la France. Wagner ne se prive pas de pointer du doigt cette attitude néocolonialiste et néolibérale. La milice engrange une nouvelle étape de son implantation avec des coups d'État. Travaillés par la propagande, les pays commencent à tomber les uns après les autres. Mali, Burkina Faso et Niger. Elle est aussi implantée au Centrafrique et le Cameroun ne devrait pas tarder à tomber dans son escarcelle. Avec le décès de son chef Prigojine, la stratégie ne s'arrête pas et elle est reprise en main directement par le Kremlin. Actuellement, le continent africain est en plein développement économique avec des taux de croissance entre 2 et 3%. Certains pays atteignent des performances encore plus remarquables, autour de 5%, comme le Rwanda ou l'Ouganda. Ce développement se fait à deux vitesses, avec des disparités énormes entre les minorités qui profitent de cet élan économique et la plus grande partie de la population qui reste dans la pauvreté. À plusieurs reprises, au Burundi, au Maroc ou en Indonésie, je me suis retrouvé face à l'AFD, Agence française de développement. Dire qu'il est plus facile de dialoguer avec un mur est un euphémisme. Les projets des populations locales n'intéressent pas ces gens-là. Ils ne répondent qu'aux demandes venant des États, mais ferment les yeux ou détournent le regard dans l'utilisation des fonds. Je me souviens qu'à l'époque où je militais pour Terre des Hommes, je disais déjà que le meilleur moyen d'aider l'Afrique était encore de ne plus rien faire. J'ai vécu la période précédant le génocide rwandais. Il m'en reste un goût amer dans la bouche en ayant vu le rôle plus ou moins ambigu de la France. Le rapport de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide Tutsi entre 1990 et 1994 est loin de me rendre ma sérénité sur ce sujet. Mes doutes. La démocratie implicative prendrait deux décisions historiques. La première serait un retrait militaire d'Afrique en ne gardant que la base de Djibouti. La seconde serait une refonte radicale de notre politique d'aide à l'Afrique. Elle choisirait de soutenir directement les populations et les projets qu'elle propose. Ça ne veut pas dire qu'elle écarte les gouvernements. Évidemment, il y a des projets d'infrastructure ou économiques qui relèvent des pouvoirs locaux. La règle sera de financer directement les projets sans passer par les budgets nationaux. Trop de financements se sont évaporés par le passé. Dans un processus implicatif, tous les partenaires seront égaux. Les grandes différences avec les précédents systèmes résident dans la transparence, la prise de décision rapide, l'évaluation et éventuellement les sanctions en cas de malversation. Je ne rejette pas les fonds privés, mais ceux-ci devront passer par le dispositif applicatif. Les entreprises ou les ONG qui souhaitent continuer à mener leurs actions de développement le pourront évidemment. Si elles sollicitent des fonds de l'État ou des collectivités territoriales, elles devront alors passer par le dispositif applicatif. Ce schéma décrit la méthodologie. Sur la première ligne figure l'ensemble des financeurs. Ils abondent
Fonds de développement global de l'Afrique. Il sera géré par un établissement bancaire dédié. Pour l'attribution des financements, les porteurs de projets viendront les présenter physiquement devant des commissions d'attribution où tous les partenaires seront réunis. Les décisions seront rendues rapidement, sous une semaine. Celles-ci se réuniront régulièrement 2 fois par an. Les versements se feront sous 2 mois. Des commissions d'évaluation se réuniront régulièrement pour vérifier la fin des projets et leur avancement en cas de réalisation. Cette méthode ne veut pas dire qu'elle évitera les échecs, mais les réduira considérablement. Les populations verront l'argent et l'action de la France. Son image se reconstituera positivement au fil du temps. Une politique active de communication fera connaître et apprécier les actions menées. La démocratie applicative, la refondation de la politique en Afrique est encore un gigantesque défi. Il nous faudra plusieurs décennies pour refaire le chemin perdu. La date de 2060 s'impose encore naturellement. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie applicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous trouverez le sujet de l'Afrique à partir de la page 277. Sur mon site Internet, vous retrouverez de nombreux documents sur ce sujet et d'autres. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez revoir l'ensemble de mes vidéos qui détaillent la méthodologie de la démocratie applicative. Vous retrouverez mes expériences africaines dans les vidéos 3 pour le Burundi et 6 au Maroc. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.